Nouvelle semaine, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir dans cette nouvelle édition du journal. Voici les titres. L'ONG Inades Formation Togo a procédé la semaine dernière au lancement de la phase 2 du projet CERT dans la commune de Tonne 3. Destiné à 6 communes des régions de la Kara et des Savanes, ce projet vise à améliorer la souveraineté alimentaire et à renforcer la production agricole. Au Japon, la mairie de Fukushima prend des mesures radicales pour mieux assainir sa commune. À cet effet, des mesures ont été mises en place afin de lutter contre la pollution plastique et d'encourager un meilleur tri des déchets. Et puis une tempête a provoqué une catastrophe environnementale dans la mer Noire. Selon les experts, cela pourrait bouleverser la vie marine de la région. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La Banque mondiale a accordé un nouvel appui budgétaire au Togo qui s'élève à 125 milliards de francs CFA. Ce financement permettra d'accélérer l'électrification rurale, d'encourager les actions d'atténuation des effets du changement climatique et de renforcer le capital humain. Léonce Sabo. Le 10 décembre dernier, la Banque mondiale, à travers l'Association internationale de développement IDEA, a approuvé un financement de près de 125 milliards de francs CFA en faveur du Togo. Ce financement permettra d'accompagner le pays dans l'adoption d'importantes et ambitieuses réformes. Il s'agit notamment de l'accélération de l'électrification rurale, d'encourager les actions de lutte contre les effets du changement climatique, de renforcer le capital humain et la résilience des populations vulnérables et aussi de soutenir les efforts de réforme macroéconomique et budgétaire. Selon la Banque mondiale, cette opération, ancrée dans la feuille de route gouvernementale 2025, s'inscrit dans la droite ligne des nouveaux objectifs de partenariat du pays qui visent à améliorer la productivité agricole, à assurer l'accès universel à l'électricité via le développement de la production d'énergie renouvelable. Elle accroîtra aussi la prestation de services pour les populations vulnérables et permettra de mener des actions climatiques ambitieuses. Le représentant résident de la Banque mondiale au Togo, Fili Sissoko, précise que ce soutien financier favorisera la transformation structurelle de l'économie, notamment en milieu rural où se concentre la pauvreté extrême, et de renforcer les actions d'atténuation des effets du changement climatique. Monsieur Fili Sissoko a exprimé toute la gratitude de la Banque mondiale au président Faure Esozimna Gnassingbé pour son implication personnelle dans l'adoption des réformes ambitieuses de politique publique du pays. Un nouveau souffle pour l'agriculture togolaise. L'ONG Inades Formation a procédé la semaine dernière à Tami, située dans la commune Tonne 3, au lancement du projet de sécurité alimentaire inclusive et résilience au Togo, CERT 2. L'objectif est d'améliorer la situation des familles paysannes dans 6 communes des régions de la Kara et des Savanes et de garantir la sécurité alimentaire aux populations. Les précisions dans cet élément. Dans le cadre du programme d'appui au développement de l'agriculture familiale, le réseau d'associations panafricains Inades Formation Togo a lancé le 5 décembre dernier dans la commune Tonne 3 la deuxième phase du projet de sécurité alimentaire inclusive et résilience au Togo 2, CERT 2. La cérémonie s'est déroulée en présence des maires des communes bénéficiaires, des chefs traditionnels, religieuses et militaires, des responsables des organisations de la société civile, des associations des personnes handicapées et des artistes. Cette rencontre a permis de présenter le projet, ses objectifs et les activités qui seront menées au cours de sa mise en œuvre. L'objectif de cette deuxième phase est d'améliorer la souveraineté alimentaire et le rendement agricole des familles paysannes dans les régions de la Kara et des Savanes. De façon spécifique, le dit projet vise à promouvoir à son terme l'utilisation des pratiques agroécologiques inclusives en faveur de 5135 personnes. Le présent projet cible directement aussi la personne handicapée à travers l'association des personnes handicapées motivées de Tonne dans la région des Savanes et l'association des personnes handicapées de la COSA dans la région de la Kara.
Cet ambitieux programme couvrira les communes de Tandjouaré, Oti Sud 2, Tone 3 pour les Savanes et Kosa 3, Kosa 4 et Assoli pour la Kara, couvrant la période de 2023 à 2027. Un accent particulier a été mis sur la question de l'agroécologie et aussi de l'assainissement à travers le recyclage des ordures ménagères. À cet effet, il a été remis des matériels agricoles et de transport aux communes. Dans son allocution lors de la cérémonie d'ouverture, le maire de la commune de Tone 3, Douti Nampoupa, a traduit sa reconnaissance à Inades Formation ainsi qu'à ses partenaires pour leur constant appui aux communes pour l'amélioration des conditions de vie des communautés. Cette autre phase du projet présente une particularité car elle accorde une place importante à l'inclusion et à l'équité genre où les personnes handicapées seront accompagnées en moyens de subsistance pour une meilleure résilience. Comme activité au programme, le projet prévoit l'aménagement des bassins maraîchers sécurisés dotés de forages, la construction des magasins pour les groupements féminins ou encore l'octroi des moyens de transport. À Lomé, l'insalubrité gagne du terrain avec les déchets plastiques omniprésents et les latrines sauvages envahissantes. Ces fléaux menacent la santé des populations et l'équilibre environnemental. Malgré les efforts des autorités, le combat semble loin d'être gagné. Mais pour une ville plus propre et saine, l'action collective reste la seule voie certaine. Honoré Kata nous en dit plus dans ce commentaire. La question des déchets plastiques et des latrines sauvages à Lomé demeure une problématique préoccupante. Partout, des sacs et bouteilles abandonnés jonchent le sol, bouchent les caniveaux et défigurent le paysage urbain. À cela s'ajoutent les latrines improvisées qui se multiplient près des habitations et polluent les espaces publics. Ce désordre persistant reflète non seulement un manque de civisme, mais aussi l'insuffisance des infrastructures d'assainissement, rendant l'environnement insalubre et propice aux maladies. Cependant, des efforts notables sont déployés par les autorités togolaises. Des campagnes de sensibilisation se poursuivent pour inciter les citoyens à adopter des gestes responsables, comme l'utilisation des poubelles et le respect des règles d'hygiène. En parallèle, des projets de construction de latrines modernes et de centres de tri voient le jour visant à réduire les impacts négatifs sur l'environnement. Ces initiatives, bien qu'encourageantes, peinent encore à couvrir l'ensemble des villes, laissant certains quartiers à la traîne. En dépit de ces actions, les conséquences environnementales restent alarmantes. Les déchets plastiques qui envahissent les rues et les cours d'eau perturbent la faune, le sol et la flore. Quant aux latrines sauvages, elles contaminent les nappes phréatiques et favorisent la propagation des maladies hydriques, mettant en danger la santé des populations. Ces désordres, amplifiés par une gestion insuffisante des déchets, nuisent à la qualité de vie et compromettent les ressources naturelles du pays. Ainsi, il est impératif de renforcer les mesures existantes pour protéger l'environnement et ses habitants. Une meilleure coordination entre autorités locales, ONG et citoyens est nécessaire pour bâtir une ville propre et durable. Le recyclage et l'accès à des infrastructures adaptées restent des solutions à promouvoir, car pour préserver l'environnement et garantir une santé collective, seul un effort commun peut inverser la tendance actuelle et bâtir un avenir plus sain. Au Ghana, les montagnes de vêtements usés de la fast fashion polluent autant qu'elles ne font vivre. Si certains y voient une opportunité, d'autres dénoncent une bombe écologique. Mais entre recyclage et interdiction, des solutions peinent à émerger. Honoré Kata. C'est dans cette immense décharge en banlieue d'Accra que les rebuts de la fast fashion trouvent notamment leur dernier refuge. Le Ghana, principal importateur de vêtements de seconde main, subit les conséquences d'un modèle de production basé sur la surconsommation et l'éphémère. Si la revente de ces vêtements permet à des dizaines de milliers de personnes de subvenir à leurs besoins, elle engendre aussi une pollution alarmante, affectant notamment des activités vitales comme la pêche. Les vêtements de seconde main ne sont pas chers, mais ils nous posent des problèmes. Si personne ne les achète, où sont-ils jetés? Ils ne sont pas bien détruits, même pas brûlés. Ils sont jetés dans la lagune de Corlé et ils se déversent ensuite dans la mer. Ça affecte notre travail. Chaque semaine, des volontaires de la fondation OR s'engagent dans le nettoyage des plages de Jamestown, symbole des ravages de la fast fashion. Au fil du temps, la fast fashion s'est imposée comme le mode de production dominant. Au grand marché de Kantamanto, il y a désormais des volumes plus importants de produits de moindre qualité. D'après nos recherches, sur les 50 millions de vêtements que nous voyons arriver chaque semaine, 40% en moyenne quitteront le marché sous forme de déchets.
stand du marché de la mode avec des expos recyclés, le mois dernier, la Fondation Or a tenu la 3e édition de son marché de la mode, mettant en lumière des créateurs locaux et des vêtements recyclés. Il y a toujours de la vie dans les vieux vêtements. Il ne faut pas les jeter. Il faut les garder, les recycler. On peut leur redonner un aspect neuf. Au lieu de les laisser boucher nos caniveaux, atterrir sur nos plages et dans nos décharges, j'ai décidé de les utiliser pour créer quelque chose, comme un pantalon, une veste ou autre, de les réutiliser. Bien que prometteuses, s'inscrivent dans un contexte global où la production de vêtements a doublé entre 2000 et 2014, selon le cabinet McKinsey. Pendant que certains pays africains comme le Rwanda et l'Ouganda choisissent de bannir ces importations, le Ghana continue d'être un point névralgique de ce commerce avec toutes les répercussions sociales et environnementales qu'il implique. Le gouvernement marocain a lancé un projet qui vise à améliorer son secteur agroalimentaire grâce à un programme de 850 millions de dollars. Ce projet est financé sous conditions par la Banque mondiale. Il vise notamment à renforcer la résilience des zones pluviales et à garantir la sécurité alimentaire face aux défis climatiques. Rafetou Mbériko. Le Maroc ambitionne d'améliorer son secteur de l'agroalimentaire confronté à des défis climatiques et économiques grandissants. C'est ainsi que le gouvernement a décidé d'établir un programme stratégique pour restructurer les systèmes agroalimentaires. Le projet a pour objectif de moderniser les pratiques agricoles, d'assurer la durabilité des ressources naturelles et de stabiliser les revenus des agriculteurs, particulièrement dans les zones pluviales. Ce projet a nécessité un financement de 850 millions de dollars, dont 200 millions seront cofinancés par la Banque mondiale qui, via son instrument de financement basé sur les résultats, a conditionné son prêt à l'atteinte des objectifs fixés par le programme. Le projet, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030 du Maroc, entend y répondre en apportant un soutien accru aux zones pluviales, en renforçant les outils d'assurance agricole et en promouvant des pratiques durables adaptées aux conditions climatiques extrêmes. Le secteur agroalimentaire marocain, moteur de l'économie nationale, est affecté par plusieurs chocs successifs, à savoir les sécheresses récurrentes, la pénurie d'eau et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. L'agriculture pluviale marocaine couvre près de 80% des terres cultivées du pays et joue un rôle clé dans la sécurité alimentaire et l'emploi rural. Le programme de transformation agroalimentaire accorde une attention particulière à cette filière. Parallèlement à la résilience agricole, le programme s'attaque à la qualité et à la sécurité des aliments pour répondre aux besoins nutritionnels de la population croissante. Il devrait également développer l'agriculture biologique et le recyclage des déchets agricoles pour réduire l'impact environnemental, réduire les pertes alimentaires en modernisant les chaînes de production, encourager des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement afin d'améliorer la productivité tout en préservant les ressources naturelles. En outre, le projet bénéficiera d'une assistance technique de la FAO pour renforcer les capacités nationales, notamment dans l'adoption des nouvelles technologies agricoles. La mairie de Fukushima au Japon durcit le ton sur les ménages irrespectueux dans le tri sélectif des déchets. Des mesures sont déjà mises en œuvre et seront renforcées pour punir les mauvais exemples. Le commentaire est signé Vivas Amana. Au pays du soleil levant, le tri sélectif des déchets est un sujet très important et très suivi. Les règles et normes à respecter varient en fonction des villes. À Fukushima, une ville tristement célèbre, la mairie accuse les habitants de ne pas s'impliquer assez dans le tri sélectif des déchets solides. Des enquêteurs vont fouiller les poubelles et identifier les mauvais citoyens. Pour punir ces derniers, la municipalité va exposer leurs noms et adresses au grand public. Cette mesure vise à décourager certains Japonais qui ont tendance à tout mélanger dans leurs sacs poubelles. Une équipe va dépioter les poubelles pour trouver l'identité des mauvais trieurs. Ils seront mis en garde dans un premier temps et s'ils sont repris en faute, leurs noms seront publiés sur le portail internet de la ville pour leur faire honte devant toute la communauté. La mairie de Fukushima estime que chacun de ses habitants produit 1,8 kg de déchets par jour alors que la moyenne nationale est plutôt de 880 grammes.
Elle estime que les nouvelles mesures sont la seule solution pour faire changer les comportements et peut-être réduire les volumes de déchets dans la ville. Une tempête survenue dans la mer Noire a endommagé des navires, causant une marée noire. Des groupes environnementaux affirment que cela pourrait avoir un impact dévastateur sur la vie marine de la région. Léonce Sagbo. Une tempête a sévi au large de la mer Noire la semaine dernière, plus précisément dans le détroit de Kertch. Elle a endommagé 2 pétroliers russes entraînant une marée noire. Ces navires transportaient environ 9200 tonnes de mazout, un combustible dérivé du pétrole. Des images de la scène ont montré un liquide noir s'élevant au milieu des vagues. D'autres images ont montré des oiseaux le long du rivage recouverts de mazout après que 3700 tonnes de ce produit pétrolier lourd se soient déversées dans le détroit. Le détroit de Kertch sépare la Russie de la Crimée, une péninsule ukrainienne. C'est une importante voie de navigation mondiale permettant le passage de la mer d'Azov à la mer Noire. Le gouverneur de la région voisine de Krasnodar, Veniamin Kondratev, a déclaré que la marée noire était éliminable. Nous retirerons tout cela, même si cela peut sembler impressionnant de l'extérieur à cause des produits pétroliers. Une opération d'urgence de secours avait été lancée après que le premier pétrolier se soit échoué avec sa proue arrachée par la tempête. Les autorités ont déploré la mort d'un marin parmi les 13 membres de l'équipage. Quant au deuxième, tous les 14 marins à bord ont été secourus. Le ministère ukrainien de l'environnement et des groupes environnementaux affirme que cette fuite de mazout pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur l'écosystème marin et que des mesures doivent être prises pour limiter les dégâts. Plus de 200 personnes ont été mobilisées pour nettoyer les plages. Ainsi se referme l'édition environnementale du jour. Merci de l'avoir suivi, merci de votre confiance. L'information continue. Agréable semaine à tous. Green TV International, we revive the environment.